Bonjour, moi c'est Mehdi. Moi, c'est WeDead. Nous sommes l'agence web Oron et nous vous propulsons parmi les étoiles du web. Bienvenue dans notre émission de décryptage et de confrontation d'idées. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un sujet vraiment fascinant, une sorte de frontière invisible pour le commerce en ligne francophone. Je parle bien sûr de l'expansion d'une boutique en ligne depuis la France vers des marchés comme la Belgique, la Suisse ou le Canada. C'est un sujet que l'on connaît sur le bout des doigts en tant qu'auteur des analyses publiées sur le blog de notre agence. Et notre but aujourd'hui, c'est vraiment de vulgariser ces concepts administratifs pour le grand public, parce que l'enjeu est colossal. Quand on épluche les données du secteur, il y a une statistique qui saute aux yeux. Près de 70% des acheteurs internationaux abandonnent leur panier d'achat s'ils ressentent la moindre incertitude sur le prix final ou sur la devise. C'est ce que j'appelle le tueur silencieux de l'expansion mondiale. Hmm, Tout à fait. L'incertitude tue la conversion, c'est un fait établi. Et c'est justement ce qui nous amène à la question centrale de notre débat. Face à cette peur du client, un e-commerçant doit-il absolument automatiser et masquer toute la complexité fiscale et douanière directement dans le prix initial pour réussir à l'international? De mon point de vue, la réponse est un grand oui. C'est catégorique. La suppression totale des frictions, c'est-à-dire proposer un paiement dans la devise locale du client avec absolument toutes les taxes et tous les frais de douane inclus, ce qu'on appelle dans le jargon le mode DDP, eh bien, c'est une obligation absolue de nos jours. Si l'acheteur ressent le moindre doute en validant son panier, pouf, la vente est perdue. Que j'apporte une nuance assez critique. Bien sûr, l'hyper-transparence immédiate, c'est l'idéal théorique vers lequel tout le monde veut tendre. Mais dans la vraie vie, exiger cette automatisation totale de la part d'un vendeur, ça gonfle inévitablement et de manière brutale le prix affiché dans le panier. Et surtout, cela nécessite de mettre en place une infrastructure technique d'une très très grande complexité. Pour de nombreux e-commerçants qui s'adressent au grand public et qui n'ont pas des équipes de développeurs à plein temps, cette perfection technologique peut en réalité se transformer en un mur financier et opérationnel. Le coût de cette transparence, tant psychologique pour l'acheteur que technique pour le vendeur, est parfois bien plus lourd que le problème initial. Je vois tout à fait pourquoi vous pensez cela, et je comprends la crainte de la complexité technique. Mais laissez-moi vous donner une autre perspective, en replaçant toujours le client au centre de l'équation. L'expérience utilisateur doit primer sur tout le reste, sans la moindre exception. Imaginez une situation de la vie quotidienne. Vous entrez dans une boulangerie classique à Paris pour acheter une baguette. Et sur l'étiquette, le prix est affiché en yens japonais. Même si vous avez votre smartphone dans la poche pour faire la conversion en quelques secondes, l'hésitation est immédiate. L'acte d'achat, qui devait être spontané, agréable, il se transforme en un exercice mathématique. C'est très exactement ce que ressent un acheteur québécois à Montréal ou un acheteur suisse à Lausanne lorsqu'il navigue sur une boutique en ligne française qui n'affiche que des euros. Le client ne devrait jamais, au grand jamais, avoir à utiliser une calculatrice pour acheter un produit. L'expérience transfrontalière doit être aussi fluide qu'un achat au coin de sa rue. C'est pour cette raison que le mode DDP, le Deliver Duty Paid, où l'on paie les taxes à la commande, est la voie royale. Ça empêche littéralement le client de se sentir pris au piège par un livreur qui lui réclamerait des frais inattendus sur le pas de sa porte. Oui, le choc à la livraison est une expérience terrible. Je vous l'accorde sans la moindre hésitation. Recevoir un colis qui s'accompagne d'une sorte de demande de rançon de la part du transporteur, c'est le meilleur moyen de perdre un client à vie. Mais la solution que vous défendez, ce fameux DDP combiné à une conversion dynamique des devises, ça ne fait en réalité que déplacer le problème dans le temps. Au lieu de subir un choc tarifaire à la porte d'entrée devant le livreur, le client subit un choc tarifaire au moment de valider son panier sur son écran. Calculer en temps réel la TVA suisse, ou encore plus complexe les taxes provinciales canadiennes, parce qu'au Canada, selon que vous livrez au Québec ou en Ontario, vous jonglez entre la TPS, la TVQ ou la TVH, eh bien ça exige des outils très pointus, comme Avalara ou Zonos. Mon point de vue, c'est que pour un consommateur grand public, voir un prix soudainement gonflé de 30 ou 40% dans son panier, parce qu'il inclut d'un coup le transport international, la TVA locale et les frais de douane anticipés, ça peut être tout aussi dissuasif qu'un affichage en euros. L'automatisation totale occulte parfois la réalité psychologique d'un acheteur qui voit un total qu'il juge exorbitant et qui ferme simplement la page. C'est un argument très intéressant. Bien que, en fait, je formulerais la psychologie de l'acheteur très différemment. Parlons justement de ce que nous appelons dans notre analyse le langage du portefeuille. Il y a une distinction fondamentale qu'il faut absolument faire pour notre audience, entre l'affichage dynamique d'une devise et le paiement multidevise réel. L'affichage dynamique, c'est vraiment le minimum vital aujourd'hui.
Le site détecte, grâce à votre adresse IP, que vous êtes situé en Suisse, et il remplace visuellement le symbole de l'euro par celui du franc suisse. Mais attention, si à la fin le paiement sur la carte bancaire se fait quand même en euros, le client va subir des frais de conversion punitifs de la part de sa propre banque quelques jours plus tard. C'est presque une trahison de la promesse de transparence du vendeur. C'est vrai que les frais bancaires sont souvent oubliés par les vendeurs. Exactement. Il faut que le client soit réellement débité dans sa propre devise. Et pour que cela fonctionne commercialement auprès du grand public, la technologie doit appliquer la règle de l'arrondi. Si on fait une simple conversion mathématique brute du taux de change du jour, on se retrouve avec des prix absurdes du genre 29,34 $. En transformant automatiquement ce montant en un prix psychologique de 29,99 $ canadiens, on garde une offre qui reste esthétique, rassurante et commerciale. C'est ce lissage technologique qui absorbe le fameux choc dont vous parliez. Je suis désolée, mais je n'achète pas totalement cette logique du lissage universel. C'est un argument séduisant sur le papier, mais avez-vous pris en compte les conséquences réelles pour le vendeur Endimus? Conserver ce fameux prix psychologique cohérent à l'international, ce beau 29,99 CAD tout rond et tout artificiel, ça a un coût caché immense. Les taux de change fluctuent constamment sur les marchés mondiaux. Si vous figez votre prix de vente pour qu'il affiche toujours 29,99, peu importe la météo financière, c'est le vendeur qui absorbe la différence de fluctuation. Si l'euro se renforce face au dollar canadien, la marge du petit commerçant fond comme neige au soleil sur chaque vente. De plus, face à l'inflation actuelle, est-ce que l'acheteur d'aujourd'hui préfère vraiment un prix sexy et bien rond? Ne préfère-t-il pas tout simplement le prix mathématique le plus bas possible, même s'il s'affiche à 29,34? Et d'un point de vue purement technique, configurer ces arrondis intelligents de manière native, ce n'est pas donné à tout le monde. Si on parle au grand public qui utilise des systèmes de gestion de contenu comme WooCommerce ou PrestaShop, cela nécessite l'intégration de modules tiers souvent très lourds comme Global par exemple. On rajoute des couches et des couches de complexité technique pour préserver une simple illusion de pré-rond. Mais cette couche de technologie dont vous parlez, c'est très exactement ce qui permet à une entreprise de passer du statut de petit vendeur amateur à celui d'acteur international crédible et robuste. Ce que vous décrivez comme une complexité lourde est en réalité un investissement indispensable. Prenons un peu de recul pour comparer la situation. Si l'on regarde ce qui se passe dans notre zone de confort européenne, entre la France et la Belgique par exemple, le processus est devenu d'une simplicité absolument remarquable grâce au guichet unique, ce qu'on appelle le système OSS. Le one-stop shop, oui. Voilà. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas familiers avec ça, c'est très simple. En dessous de 10 000 € de vente annuelle vers d'autres pays d'Europe, un vendeur français applique simplement sa TVA française habituelle de 20%. Il n'y a rien à changer. C'est d'une fluidité parfaite. Une fois qu'il dépasse ce seuil, il applique la TVA du pays de destination, par exemple 21% pour la Belgique, et il déclare tout ça très facilement via un portail unique en ligne. Aucune friction. Eh bien, pour l'exportation hors de l'Europe, vers la Suisse ou le Canada, le concept de base est censé être encore plus simple. Il suffit théoriquement de vendre hors taxe, en acheté. La technologie de la boutique retire automatiquement la TVA de 20% dès que le client renseigne une adresse à Genève ou à Montréal. La simplicité est déjà là, à portée de main. J'entends bien, mais cette fameuse simplicité de la vente hors taxe est un véritable cadeau empoisonné. C'est un paradoxe psychologique majeur. Mettons-nous à la place de l'acheteur un instant. Un client suisse arrive sur un site français. Il voit un beau manteau à 120 €, il l'ajoute au panier, il tape son adresse en Suisse, et là, miracle technologique, le système retire automatiquement les 20% de TVA française. Le manteau passe à 100 €. Le client ressent une joie immédiate, il a l'impression de faire une affaire en or massif, et c'est très exactement à ce moment-là que le piège se referme si la suite du processus douanier n'est pas parfaitement maîtrisée par le vendeur. Cette joie se transformera en colère noire quelques jours plus tard à l'arrivée du colis. Et pour revenir un instant sur votre zone de confort européenne et le système OSS, il y a une nuance cruciale que les vendeurs oublient souvent au début. Ce seuil de 10 000 € de tolérance n'est pas calculé par pays de destination. Il est global pour l'ensemble des ventes vers toute l'Union européenne réunie. Oui, c'est un cumul de toutes les ventes européennes. Exactement. Donc, une petite boutique en pleine croissance va pulvériser ce plafond en quelques mois. Dès lors, elle bascule dans l'obligation de gérer informatiquement les différents taux de TVA de 27 pays différents.
Donc même en Europe, ce n'est pas une simple formalité administrative. C'est une véritable charge mentale et comptable qui complique très vite la donne pour un entrepreneur. Je suis d'accord sur le fait que l'OSS demande un suivi comptable sérieux. Mais c'est justement pour éviter ce piège destructeur de la fausse joie de la vente hors taxe dont vous parlez que je défends avec autant de ferveur l'idéal du DDP pour les envois hors de l'Europe. Abordons le cœur du problème. Vous parlez du choc psychologique, mais illustrons ensemble le scénario cauchemar absolu que vivent des milliers d'acheteurs. C'est ce qu'on appelle la roulette russe du DAP, le Deliver at That Place. En mode DAP, le vendeur encaisse le prix hors taxe, expédie le carton et laisse le client canadien se débrouiller seul avec son gouvernement. Le colis traverse l'Atlantique. Il arrive chez le client. Le facteur sonne à la porte et sort son terminal de paiement en annonçant « Bonjour, j'ai un colis pour vous, ça fera 40 $ de frais de douane, de taxes locales et de frais de dossier du transporteur. » Le client, qui pensait avoir déjà tout payé sur le site internet, est pris au dépourvu. Il est furieux. Dans beaucoup de cas, il refuse purement et simplement le colis. Et quelle est la conséquence pour le vendeur en France? C'est un désastre économique total. Il perd le chiffre d'affaires de la vente, il a payé des frais de port pour envoyer le colis au Canada, et le transporteur va lui facturer le voyage de retour pour rapatrier la marchandise. En adoptant le mode DDP, le vendeur agit comme un intermédiaire responsable. Il collecte la TVA canadienne et les frais douaniers estimés au moment même de la commande en ligne. La fluidité est totale à la livraison. Le transporteur dépose le colis avec le sourire et facture les frais de douane directement sur le compte professionnel du vendeur plus tard. Le client n'a pas à sortir son portefeuille devant le livreur. C'est une expérience 5 étoiles et c'est un avantage concurrentiel massif pour fidéliser une clientèle à l'international. Je ne conteste absolument pas que le DAP, tel que vous le décrivez avec le facteur réclamant son dû, soit destructeur pour l'expérience client. Personne n'aime les mauvaises surprises. Ce que j'attaque en revanche, c'est la faisabilité réelle et universelle du DDP pour l'immense majorité des acteurs du e-commerce. Restons sur la complexité spécifique du Canada. Gérer les taxes canadiennes, ce n'est pas une mince affaire qu'on règle en cochant une simple case dans les paramètres de son site. Comme je le disais, selon la province exacte de livraison, les règles changent du tout au tout. Exiger qu'un vendeur qui est peut-être un artisan ou une petite PME qui découvre à peine l'exportation mette en place un système DDP chirurgicalement parfait dès le premier jour, c'est l'exposer à un risque d'erreur mortel pour la survie de son entreprise. S'il sous-estime les frais dans son calcul DDP, c'est lui qui devra payer la différence au transporteur, rognant ainsi toute sa marge. Je soutiens qu'une approche de DDP assumée et pédagogique pourrait être beaucoup plus saine au début. Imaginez un site qui affiche très clairement, en gras, sur la page du panier « Attention, vous allez payer environ X $ de taxes à la réception au Canada ». C'est honnête. Parfois, le DDP intègre de manière totalement opaque des frais de traitement administratif facturés par les transporteurs eux-mêmes, ce qui fait exploser le prix final du produit dans le panier sans que le client comprenne pourquoi une écharpe à 40 € lui est facturée 75. La pédagogie et l'explication transparente peuvent souvent remplacer une technologie coûteuse et complexe. Je vois très bien où vous voulez en venir avec cette idée d'un DAP pédagogique, un système basé sur la bonne foi et l'explication. Mais je ne suis pas du tout convaincu par cette ligne de raisonnement dans le monde réel du e-commerce d'aujourd'hui. Soyons pragmatiques. Les consommateurs sur Internet ne lisent pas les petits caractères, et ils ne lisent même pas les gros caractères. Même avec un avertissement clignotant rouge dans le panier, l'acheteur est dans un état d'esprit de gratification immédiate. Il veut cliquer sur le bouton d'achat et recevoir son produit. Et c'est là que l'automatisation technologique intervient, non pas comme une usine à gaz effrayante, mais comme une véritable solution miracle. Les plateformes modernes sont spécifiquement conçues pour résoudre ces débats à notre place. Prenons l'exemple d'une solution très grand public comme Shopify, avec son outil Shopify Markets. C'est pensé pour ceux qui veulent se lancer à l'international sans être des experts en fiscalité. Le système gère nativement la localisation des devises, les fameuses règles d'arrondi psychologique dont nous débattions et même l'estimation dynamique des taxes à l'importation. Oui, bien sûr, l'utilisation de ces outils a un coût initial, mais cet investissement est rentabilisé à une vitesse fulgurante. Pourquoi? Parce que la baisse du taux d'abandon de panier est drastique. Et surtout, le temps gagné par le service après-vente est inestimable. Vous n'avez plus d'employés qui passent des heures au téléphone à gérer les plaintes de clients bloqués par la douane ou à essayer de localiser des colis refusés à l'autre bout du monde. La machine travaille pour vous. C'est une belle promesse, mais il est crucial de rappeler un détail technique fondamental concernant cette fameuse automatisation magique.
Si l'on regarde de près les documentations de ces plateformes, l'estimation précise des taxes d'importation au passage en caisse, par exemple sur Shopify, n'est disponible que sur les forfaits dits avancés. On ne parle pas de l'abonnement de base à 30 € par mois que choisissent 90% des débutants, mais de forfaits coûtant plusieurs centaines d'euros mensuels. L'automatisation est vitale quand on atteint une certaine échelle, je vous l'accorde bien volontiers, mais la présenter au grand public comme une solution clé en main immédiate, c'est légèrement trompeur. Cela demande en réalité un paramétrage initial d'une minutie extrême de la part du commerçant. Pour que la machine calcule bien, il faut lui donner les bonnes données. Il faut créer un tableau de configuration douanière détaillé par pays. Et surtout, il faut attribuer le bon code douanier à chaque produit du catalogue. Oui, les fameux codes HS. Exactement, le code HS, le Harmonized System. Pour ceux qui ne baignent pas là-dedans au quotidien, c'est un code universel à 6 chiffres ou plus qui indique précisément à la douane internationale la nature de votre marchandise. Est-ce que vous envoyez un t-shirt en coton, une veste en cuir ou un bijou en argent? Le taux de taxe change totalement selon ce code. Et ça ne s'arrête pas là, le vendeur doit aussi comprendre l'impact des accords commerciaux bilatéraux. Prenez le CETA, cet accord de libre-échange majeur entre l'Union européenne et le Canada. Le CETA permet d'exempter un grand nombre de produits fabriqués en Europe des droits de douane canadiens. Mais attention, cela n'annule pas les taxes locales provinciales. Si un vendeur se trompe dans ce paramétrage titanesque, s'il configure mal son usine à gaz DDP, il devra payer la différence au transporteur de sa propre poche, détruisant ainsi toute la rentabilité de sa campagne d'exportation. C'est un point extrêmement pertinent. Vous soulevez à juste titre la rigueur absolue qui est nécessaire lors de la phase de configuration initiale. Il est évident que l'attribution rigoureuse des codes HS pour chaque variante de produit et la compréhension d'accords fondamentaux comme le CETA demandent une implication sérieuse et studieuse de la part du commerçant. Ce n'est pas magique, ça demande du travail. Mais posez-vous la question, n'est-ce pas là le prix normal à payer pour devenir un véritable acteur international compétitif ? Une fois ce travail de fond réalisé et validé, le système roule tout seul. L'utilisation de connecteurs dédiés calcule ensuite les droits de douane et les taxes au centime près en temps réel, de jour comme de nuit. Le soulagement opérationnel qui s'ensuit au quotidien compense très largement l'effort intellectuel de la mise en place. C'est toute la différence entre un commerçant qui subit son développement international au gré des plaintes clients et un entrepreneur qui maîtrise sa croissance de bout en bout. Maîtriser son développement, je suis 100% d'accord avec cet objectif. Mais la vraie question, c'est à quel rythme? C'est là que réside le cœur de notre désaccord aujourd'hui. Vous prenez le grand saut immédiat, sans filet, vers le tout automatisé, le DDP intégral dès la première vente. Je maintiens que pour une immense majorité d'entreprises de taille moyenne, l'investissement massif dans des services spécialisés de calcul de taxes en temps réel ou dans la bascule vers des forfaits e-commerce très haut de gamme représente un risque financier disproportionné si le volume de vente vers la Suisse ou le Canada n'est pas encore fermement prouvé. Il y a un équilibre de bon sens à trouver. On peut très bien commencer par tester un nouveau marché de manière un peu plus artisanale, en gérant l'attente psychologique du client de manière hyper transparente sur la page produit concernant les frais d'importation à venir. Et une fois que l'on constate que la demande canadienne ou suisse est bel et bien là, alors on engage les milliers d'euros nécessaires pour basculer vers une intégration technologique parfaite du DDT. Je pense que nous pourrions débattre des heures sur le moment parfait pour basculer la technologie. Mais si on doit résumer la situation pour ceux qui nous écoutent, il me semble que nos perspectives convergent totalement sur un point fondamental. L'erreur de base absolue, c'est de considérer la Suisse, la Belgique ou le Canada comme une simple extension géographique de la livraison nationale française. Les frontières, même si elles sont invisibles sur Internet, existent bel et bien au niveau fiscal et douanier. La localisation de l'expérience d'achat n'est pas un gadget, c'est la clé de voûte de toute réussite à l'export. Un vendeur doit impérativement s'adapter à la réalité monétaire et fiscale de celui qui sort sa carte bancaire. Complètement. Sur ce point, nous sommes en accord total. La localisation de l'expérience est non négociable. Là où le débat reste passionnellement ouvert et continuera de l'être selon la maturité et la taille de chaque entreprise, c'est sur le rythme de cette implémentation technologique. Faut-il viser l'idéal absolu du DDP et l'automatisation totale des devises dès la première vente, au risque de s'épuiser techniquement avant même d'avoir testé le marché? Ou peut-on avancer plus progressivement en acceptant une certaine friction initiale si celle-ci est assumée et expliquée avec une clarté totale au client? Il n'y a pas de potion magique universellement gagnante. Chaque marchand doit évaluer très lucidement sa propre capacité technique, les compétences de son équipe et la nature réelle de ses marges commerciales. Tout à fait. Et pour clore cette réflexion technique sur une note
très concrète, je tiens à partager avec notre audience le conseil d'action le plus puissant que nous puissions leur donner aujourd'hui. Avant même de dépenser le moindre euro dans des campagnes publicitaires ciblées sur ces nouveaux marchés francophones, utilisez cette technique imparable. Activez un VPN, un réseau privé virtuel. Réglez-le pour simuler une connexion depuis la Suisse ou le Canada et naviguez sur votre propre boutique en ligne comme un client ordinaire. Faites un test d'achat complet, mettez le produit au panier, allez jusqu'au bout du processus de paiement, regardez très exactement ce que vit réellement le client de l'autre côté de l'océan ou des Alpes. S'il y a le moindre doute sur les frais affichés, si le prix vous semble subitement incohérent ou si votre carte est rejetée à cause de la devise, c'est qu'il y a une friction majeure à corriger d'urgence. C'est un conseil en or. Ce test en conditions réelles agit souvent comme un véritable électrochoc pour les vendeurs qui réalisent soudain le parcours du combattant de leurs clients étrangers. Et pour aller plus loin sur ce sujet complexe, pour apprendre à bien paramétrer vos plateformes et surtout pour découvrir le tableau de configuration initiale par pays que nous avons élaboré pour vous guider, nous vous invitons vivement à aller consulter l'article complet et détaillé sur le blog d'Auron. L'adresse exacte est directement accessible dans la description de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette exploration minutieuse et passionnée des rouages de l'exportation numérique francophone. L'internationalisation de votre boutique en ligne est un défi exigeant qui demande de la rigueur, mais c'est une aventure de croissance absolument formidable. Merci beaucoup de votre écoute attentive et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour de nouvelles réflexions et de nouveaux échanges sur les mécanismes fascinants du commerce en ligne.